Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reine du crime, comme on la surnomme à travers le monde. Je veux bien évidemment parler d'Agatha Christie. Femme de lettres britannique, auteure de nombreux romans policiers, son nom de plume est associé à celui de ses deux fameux héros, Hercule Poirot, détective professionnel belge, et Miss Marple, détective amateur. Agatha Christie est l'une des écrivaines les plus importantes et novatrices du genre policier. Elle a aussi écrit plusieurs romans, dont quelques histoires sentimentales sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Faisant partie des écrivains les plus connus au monde, elle est considérée comme l'auteur le plus lu de l'histoire chez les anglo-saxons, après William Shakespeare bien évidemment. Elle a publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre, ses œuvres ayant été traduites en plusieurs langues. La plupart des intrigues se déroulent à huis clos, ce qui permet au lecteur d'essayer de deviner l'identité du coupable avant la fin du récit. La saveur de ces histoires réside dans la résolution de l'enquête, souvent improbable, prenant le lecteur par surprise. Agatha Marie Clarissa Miller est née le 15 septembre 1890 à Torquay, dans le comté de Devon, dans le sud de l'Angleterre, d'un père américain, Frederick Alva Miller, et d'une mère britannique, Clarice Margaret Bomer. Alors que son frère et sa sœur sont placés en pensionnat, ses parents lui offrent une éducation à domicile soignée. Sa gouvernante lui apprend à écrire et son père lui apprend l'arithmétique. Puis, c'est essentiellement sa mère qui s'occupe d'elle après la mort de son père survenue lorsqu'elle avait 11 ans. Cette éducation lui permet d'écrire très tôt des poèmes, des contes et des nouvelles, encouragée par sa mère. Elle nourrit son imagination par des lectures puisées dans la bibliothèque familiale, notamment ceux de Mary-Louisa Molesworth, Lewis Carroll ou encore Edward Lear, et aussi l'intérêt de sa mère pour les religions et l'ésotérisme, les enfants de cette dernière pensant qu'elle a le don de lire dans la pensée d'autrui. C'est une enfant enjouée, mais timide et solitaire, qui passe beaucoup de temps avec ses animaux. En 1898, alors que Agatha a 8 ans, la famille Miller vient passer 6 mois à Pau, à l'hôtel Beau Séjour. Une jeune gouvernante française, Marie Siget, est recrutée pour s'occuper d'elle. Non seulement elle lui fait pratiquer son français, lui léguant pour toujours une petite pointe d'accent du sud-ouest, mais encore elles s'entendent si bien que Marie Siget suit la famille pendant plusieurs années, à Cauterets, à Paris, puis à Ashfield, en Angleterre. Agatha a 16 ans en 1906, lorsque sa mère l'emmène à Paris pour terminer ses études dans des maisons d'éducation françaises, chez Mademoiselle Cabernet à Paris, puis au Marronnier à Auteuil, et enfin retour à Paris chez Miss Dryden. Voulant embrasser une carrière d'artiste lyrique, Agatha y étudie notamment le chant et le piano, mais son trac et sa timidité excessive auront raison de ses talents. Elle décide alors de regagner sa ville natale, station balnéaire où viennent se réfugier de nombreux Belges pendant la Première Guerre mondiale. Elle reconnaîtra plus tard s'être inspirée de ces réfugiés pour son personnage d'Hercule Poirot, de même que les paysages de sa région natale ont inspiré de nombreuses intrigues résolues par son détective. Sa mère étant tombée malade, elles décident toutes les deux de passer 3 mois au Caire, au climat plus chaud, en 1910. De retour en Grande-Bretagne, elle participe à l'écriture et la réalisation de représentations théâtrales amateurs, aidant notamment quelques amis à mettre sur pied une pièce intitulée « The Bluebird of Unhappiness ». Encore une fois, je m'excuse auprès de nos amis anglophones et anglo-saxons pour cet accent qui doit faire siffler quelques oreilles. Je reprends. Elle écrit aussi de la poésie et des compositions de musique, dont certaines sont publiées. C'est aussi en 1910, alors qu'elle est clouée au lit par une fièvre, que sa mère lui met d'autorité un carnet dans les mains et lui enjoint d'écrire une histoire. Elle rédige ainsi sa première nouvelle, The House of Beauty, qui a pour thème la folie et le rêve. Elle poursuit l'écriture d'autres nouvelles comme The Call of Wings et
The Lonely Petite, qui illustre son intérêt pour le spiritisme et le paranormal qu'elle tient de sa mère. Elle les envoie à de nombreuses revues sous différents pseudonymes, mais tous ses premiers textes sont refusés, alors qu'ils seront tous revus et corrigés par la suite et publiés ultérieurement, parfois sous de nouveaux titres. Sa sœur, qui lui a fait découvrir les énigmes bien ficelées de Sherlock Holmes ou encore de Arsène Lupin, la met depuis longtemps au défi d'écrire un roman policier, auquel elle s'attelle donc et qui sera The Lonely Petite, dont l'intrigue se passe au Caire. Elle l'envoie à divers éditeurs sous le pseudonyme de Monosyllaba, mais là encore tous le refusent. Clara suggère alors à sa fille de demander conseil à un ami de la famille, l'écrivain à succès Eden Philpotts. Il l'encourage à persévérer et la recommande à son agent littéraire Hugh Massey. Ce dernier, non convaincu par son roman, lui suggère d'en écrire un second. En 1912, elle rencontre le lieutenant Archibald Christie, qui deviendra son mari en 1914. Elle conservera ce patronyme comme nom de plume. Durant la Première Guerre mondiale, elle s'engage dans un détachement d'aide volontaire comme infirmière bénévole dans la mairie de Torquay, transformée en hôpital de la Croix-Rouge, puis en 1916 comme assistante chimiste dans une pharmacie d'un hôpital militaire. Elle obtient son diplôme de pharmacienne en avril 1917 à 27 ans. La préparation de nombreux remèdes pour les blessés lui permet de se familiariser avec les poisons et autres drogues qui apparaissent dans ses romans. Pendant son temps libre, elle écrit son premier roman policier, La mystérieuse affaire de Steele, à la suite d'un pari avec sa sœur. La lecture du mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux serait à l'origine de sa vocation. De retour de la guerre, son mari, Archibald Christie, est promu colonel et affecté au ministère de l'Armée de l'air. Elle donne naissance à sa fille unique, Rosalind, le 5 août 1919. L'année suivante, en 1920, elle trouve enfin un éditeur, Bodley Head, qui accepte de publier son premier roman, La mystérieuse affaire de Steele, où Hercule Poirot apparaît pour la première fois. Naïve, ayant signé un contrat qui l'engage pour 6 romans tout en étant mal rétribuée, elle prend un agent, Edmund Cork, qui le restera pendant toute sa carrière littéraire et la fera publier chez l'éditeur William Collins. Elle obtient d'abord un succès d'estime par ses nouvelles, mais c'est en 1926, à 36 ans, avec la publication de son 7e roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, 8000 exemplaires, ce qui est un succès de librairie pour l'époque, qu'Agatha Christie devient une des figures majeures du roman policier. Son succès est désormais assuré grâce au personnage d'Hercule Poirot et de Miss Marple. Ses ouvrages se succèdent ensuite au rythme d'1 ou 2 par an. En 1926, sa mère meurt. Simultanément, son mari lui annonce son intention de divorcer. Il avoue avoir une maîtresse qui est également sa collègue. Le 3 décembre de la même année, très affectée par la mort de sa mère et l'infidélité de son mari, Agatha Christie disparaît. Le lendemain, la police retrouve sa voiture abandonnée près de l'étang de Silent Pool. La presse britannique s'empare alors de l'affaire. Suicide d'une femme délaissée, meurtre commandité par son époux voulant retrouver sa liberté, ou coup de publicité d'une romancière voulant renforcer le succès de ses livres, les hypothèses ne manquent pas. De gigantesques battues sont organisées le mardi 7 et dimanche 12 décembre dans les environs de Newlands Corner. 15 000 bénévoles assistent la police dans ses recherches et les journaux promettent une récompense de 100 livres. Elle est retrouvée 12 jours plus tard dans le Swan Hydropathic Hotel, hôtel de la station thermale de Reigate, à l'est de Manchester, où elle s'était inscrite comme pensionnaire sous le nom de Miss Teresa Neal, du nom de la maîtresse de son mari. Agatha Christie prétend alors ne se souvenir de rien et semble ne pas reconnaître son mari venu la chercher. Épisode qui peut être interprété comme une décompensation avec fugue amnésique et perte d'identité. Elle ne s'expliquera jamais sur cette disparition rocambolesque.
De nombreux témoignages semblent indiquer qu'elle a organisé cette disparition pour mettre dans l'embarras son mari, qui obtient le divorce en avril 1928 avant d'épouser sa maîtresse. La thèse de la vengeance pour l'infidélité de son mari est aussi d'actualité. Elle s'est moquée de l'incompétence de la police qui n'a pas pensé à interroger sa fille Rosalind, que sa mère avait mise dans le secret pour ne pas l'inquiéter. On a aussi pensé que cette disparition était destinée à promouvoir le livre qu'elle venait de publier. Les ventes du livre ont effectivement fortement augmenté. L'intrigue du roman Les Apparences de Gillian Flynn, publié en 2012, adapté au cinéma en 2014 sous son titre original Gone Girl par David Fincher, contient de nombreuses ressemblances avec la disparition de la romancière. 2 ans plus tard, en 1930, lors de sa seconde croisière au Caire, elle fait la connaissance de l'archéologue Sir Max Mallowan. Ils sympathisent, mais Agatha doit écourter sa visite et retourner en Angleterre en urgence. En effet, sa fille Rosalind a contracté une pneumonie. Mallowan se propose de la raccompagner. De retour en Angleterre, celui-ci décide de ne pas repartir immédiatement au Moyen-Orient, trouvant un poste au British Museum. Les deux amis se revoient régulièrement et lors d'un week-end à Ashfield, Max la demande en mariage. Par la suite, elle accompagne son mari dans toutes ses campagnes de fouilles archéologiques, tout d'abord en Irak, puis, après l'installation du couple en Syrie en raison d'une situation politique explosive. Se découvrant alors une véritable passion pour l'archéologie, Christie participe activement aux campagnes de fouilles, nettoyant et restaurant les pièces découvertes. Elle réalise l'inventaire des pièces, les dessine et ou les photographie. Agatha Christie entreprend d'écrire un ouvrage sur ses campagnes qu'elle publiera au printemps 1941 sous le titre « Dis-moi comment tu vis ». Ses nombreux voyages au Moyen-Orient lui donneront aussi matière pour le cadre d'intrigue de quelques romans, et les mésaventures d'un voyage retour à Londres par l'Orient Express à Noël 1931 lui inspireront son livre « Le crime de l'Orient Express ». Les années 30 ne sont pas seulement une période d'intérêt archéologique pour Agatha Christie, elles représentent aussi sa période la plus prolifique. Elle n'écrit pas moins de 17 romans et 7 recueils de nouvelles, sans pour autant sacrifier la qualité de ses intrigues, signant quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre, comme Le crime de l'Orient Express, ABC contre Poirot ou encore Mort sur le Nil. En 1930, elle décide de s'essayer au roman non policier et écrit Musique barbare. Dans le but de rester anonyme et de ne pas subir de pression critique ou d'éviter que cette expérience interfère avec ses œuvres dites officielles, elle décide de signer son livre sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Elle réécrira 5 autres romans de genres différents sous ce pseudonyme. Elle participe à la création, en 1930 toujours, du Detection Club, association rassemblant tous les plus grands auteurs britanniques de romans policiers. Elle coécrit le roman L'amiral flottant sur la rivière Wine en 1931 et travaille sur le scénario de 2 feuilletons télévisés, The Scoop et Behind the Screen. Elle retrouve le théâtre en 1937 avec sa seconde pièce Akhenaton, traitant du pharaon éponyme. Passionnée d'Égypte avant l'écriture, elle se documente beaucoup sur le sujet avec l'aide de l'égyptologue Stephen Glanville. La pièce ne fut jamais jouée de son vivant, étant trop chère à produire, et fut donc publiée en livre en 1973. Ce n'est qu'en 1979 que la pièce sera montée à New York. 2 ans plus tard, le 3 septembre 1939, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Max Mallowan, 35 ans, s'engage dans la défense civile, ne pouvant prétendre à plus sans formation militaire. Voulant se rendre utile, Agatha Christie met ses compétences pharmaceutiques à disposition de l'hôpital de Torquay. En 1940, Mallowan est engagé à Londres. Christie rejoint son mari dans la capitale. Les raids aériens allemands les obligent à changer plusieurs fois de logement. Ils finissent par s'installer dans un appartement de Lawn Road, après que leur maison de Sheffield Terrace a été bombardée.
En février 1941, Max est admis dans le service de Stephen Glanville au ministère de l'Air. Sa connaissance de la langue arabe lui permet d'être envoyé au Caire comme commandant. Alors qu'elle vit désormais seule dans son appartement londonien, Christie travaille comme préparatrice dans la pharmacie du University College Hospital, où elle parfait sa connaissance des poisons, élément important dans ses romans. Cependant, ne supportant pas d'être éloignée de son mari, elle cherche par tous les moyens à le rejoindre. Elle essaye par exemple de devenir correspondante de guerre pour la presse, ce à quoi l'armée s'oppose. Elle participe aussi à un projet de théâtre pour les armées, mais cela s'avère inutile puisque Max revient de la guerre en mai 1945. Après la démobilisation de celui-ci, le couple retourne s'installer dans leur maison de Greenway. La fin de la guerre marque aussi la fin des ennuis financiers pour Christie. Elle reçoit enfin les gains de ses droits d'auteur aux États-Unis, bloqués au début de la guerre par le fisc américain. Plusieurs autres événements importants ont lieu dans la vie d'Agatha Christie lors du conflit. En 1940, elle assiste au mariage de sa fille Rosalind avec le fusilier gallois Hubert Pritchard. Le 21 septembre 1943, Rosalind donne naissance à un petit garçon, Matthew, dans une clinique du Cheshire. La Seconde Guerre mondiale a eu une influence sur le travail littéraire de Christie, sans en toucher la qualité. Premièrement, au début de la guerre, Christie avait été approchée pour s'occuper d'un travail de propagande, mais elle avait refusé, de peur de ne pas être à la hauteur. Pourtant, elle écrit le roman N ou M, dans lequel elle dénonce la 5e colonne et les partisans du régime hitlérien. La 5e colonne est une expression qui désigne les partisans cachés au sein d'un État ou d'une organisation hostile. Elle est entrée dans le vocabulaire courant dans diverses langues. Par extension, elle désigne un groupe de partisans infiltrés, généralement civils, prêts à œuvrer de l'intérieur pour favoriser la victoire des forces armées du même camp. Le magazine Collier's refuse même de publier l'histoire, trop partisane à son goût. Deuxièmement, avant le conflit, ses romans mettaient essentiellement en scène le personnage d'Hercule Poirot. Après 1939, elle ressort les enquêteurs qu'elle avait délaissés comme Miss Marple, pour lequel elle écrit 2 nouveaux romans. Elle écrit aussi des histoires dans lesquelles aucun de ses limiers n'apparaît. Enfin, elle a un regain d'intérêt pour le théâtre, adaptant plusieurs de ses romans en pièces, comme 10 petits nègres, qu'on appelle dorénavant Ils étaient 10, en 1943, Mort sur le Nil, en 1944, et Rendez-vous avec la mort, en 1945. Durant la Seconde Guerre mondiale, toujours, Agatha Christie écrit 2 œuvres fondamentales. Hercule Poirot quitte la scène et La dernière énigme, mettant en scène la fin de ces 2 grands détectives, Poirot et Miss Marple. Elle écrit ces 2 livres pour assurer des revenus à sa famille et pour éviter que d'autres écrivains créent une suite à ses personnages, dans le cas où elle ne survivrait pas au conflit. Le roman du détective belge est publié en 1975, un an avant le décès de sa créatrice, et celui de la vieille anglaise en 1976 à titre posthume. Après la guerre, le papier étant à nouveau disponible, les ventes de livres reprennent. Le cinéma, le théâtre et la télévision s'intéressent aux œuvres de la romancière, mais fin 1947, Max est nommé responsable de la chaire d'archéologie sur l'Asie mineure à l'Université de Londres et doit diriger une nouvelle expédition. De 1953 à 1958, le couple mène des fouilles en Irak et Agatha Christie, proche de la soixantaine, y participe tout en continuant à écrire. Dans les années 50, le théâtre prend une place importante dans le travail de Christie. En novembre 1952, sa pièce de théâtre La Sourcière de Mouse Trap est présentée pour la première fois à Londres et rencontre un succès grandissant. Le 13 novembre 1956, elle participe à la 1998e représentation, ce qui en fait la pièce la plus longtemps jouée du théâtre britannique. Sa pièce, Témoin à charge, rencontre elle aussi un succès mondial. Elle est donnée en octobre 1953 à Londres, en décembre 1954 à New York et en novembre 1955 à Paris.
Devant le succès de la pièce, une adaptation cinématographique est prévue et, en 1957, sort Témoin à charge de Billy Wilder, qui sera nommé 6 fois aux Oscars. Sa 3e pièce a rencontré le succès est La Toile d'araignée, qui débute en décembre 1954 et qui sera jouée 774 fois. En 1954, Christie devient alors la première femme à avoir 3 pièces de théâtre en production simultanément à Londres. En 1953, ses anciens livres sont réédités. À partir de 1954, elle écrit à peu près un livre par an pour respecter le slogan de son éditeur « A Christie for Christmas », un Christie pour Noël. En 1956, sort son dernier roman sous le pseudonyme de Mary Westmacott, Le poids de l'amour. The Burden. Elle n'a plus besoin de garder un rythme de production élevé et elle avoue préférer passer son temps libre à flâner dans les expositions, assister à des concerts et opéras, voire simplement à jardiner. En 1955, elle fonde l'Agatha Christie Limited, ACL, société propriétaire de ses droits d'auteur détenus aujourd'hui à 36% par sa famille et à 64% par le groupe Chorion et qui reçoit plus de 300 demandes de licence par an. En 1974, elle assiste à l'avant-première du film Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, en présence de la reine Elisabeth II. Elle est contente de l'adaptation, excepté pour la moustache de Poirot qu'elle trouve trop banale. Ce sera sa dernière apparition en public. En effet, Agatha Christie meurt le 12 janvier 1976 dans sa résidence de Wallingford près de Oxford. Elle suit de peu ses personnages fétiches. En effet, Hercule Poirot s'éteint en août 1975, avec Hercule Poirot quitte la scène. Le New York Times ayant même publié une nécrologie le 6 août 1975. Et Miss Marple résout sa dernière énigme en 1976. Elle est enterrée au cimetière de Chelsea. Sur sa tombe est gravée une épitaphe extraite d'un verset de La Reine des Fées, écrit par Edmund Spenser, choisi par ses soins. Tant de repos après tant de labeur, havre de paix après les jours de tempête, trêve bénie succédant à la guerre, la mort est douce après notre vie si âpre. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.